Effectivement, cette robotisation de l'animal, je l'ai d'abord finalement expliquée dans l'introduction pour expliquer pourquoi finalement elle est très peu étudiée. C'est-à-dire qu'habituellement, nous avons deux types de fusions qui sont régulièrement mises en lumière. La fusion entre l'animal et l'homme. Donc, à titre d'illustration, nous pouvons citer par exemple la création d'embryons mi-animal, mi-homme, ces fameux embryons chimériques qui sont autorisés depuis la loi de bioéthique du 2 août 2021, où également nous parlons beaucoup de la xénotransplantation, donc cette greffe d'un organe animal chez l'homme. Et puis nous parlons aussi régulièrement dans les médias, notamment de la fusion de l'homme et de la machine. Donc avec des avancées considérables finalement qui sont réalisées par les chercheurs, les entrepreneurs qui sont soucieux finalement de figurer parmi les plus compétitifs, avec le célèbre Elon Musk en tête avec sa start-up Neuralink, donc avec notamment le soldat augmenté, les implants cérébraux, le transhumanisme de manière générale. Et en revanche, la fusion entre l'animal et la machine est beaucoup moins médiatisée et finalement rarement étudiée par les juristes. Alors pourquoi ? Eh bien, cela s'explique avant tout par le statut juridique de l'animal, puisque le droit finalement a une nature anthropocentrée. Il est fait par l'homme et pour l'homme. Et finalement, le droit animal n'échappe pas à la règle, puisque l'animal a d'abord été appréhendé juridiquement au titre de son utilité pour l'homme. Il a donc été juridiquement réifié, considéré en droit comme une chose au service de l'homme. Pourtant, la reconnaissance de la sensibilité animale à l'article 515-14 de notre Code civil, depuis 2015, donc ce qui est quand même tout à fait récent, pourrait devenir la source de ce que j'ai appelé un nécessaire changement de paradigme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces caractères d'être vivant et sensible, ou sentient justement, nous aurons l'occasion d'en reparler durant cette journée, sont désormais reconnus comme étant communs à l'homme et l'animal, et donc ça devrait finalement inciter les juristes à s'intéresser davantage aux différents traitements de l'animal par l'homme, y compris sa robotisation. Alors, voilà. Alors, dans une première partie, donc je vais reprendre brièvement tous ces points qui ont été évoqués de façon bien plus prononcée, bien sûr, dans mon article. Déjà, l'animal robotisé entre interaction et hybridation avec la machine, je me suis d'abord intéressée aux interactions entre l'animal et la machine, ce que j'ai appelé l'animal connecté. Donc, 3 éléments, finalement, ont été étudiés dans cet animal connecté. Les objets connectés pour les animaux, la télémédecine vétérinaire et l'avènement de la relation robot-animal. Alors, d'abord, les objets connectés pour les animaux. En fait, les objets dits connectés, donc qui sont équipés de capteurs, souvent reliés à Internet, dotés d'intelligence artificielle, sont de plus en plus utilisés pour l'homme. Et cette connexion finalement permanente a conduit la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, à considérer que le corps humain est devenu un nouvel objet connecté. Et donc, on pourrait dire qu'il en est désormais de même pour le corps animal. Alors, on peut recenser 4 usages principaux des objets connectés pour les animaux. Ceux qui servent à surveiller un lieu, ceux qui servent à localiser et tracer un animal, ceux qui sont utilisés plutôt pour gérer des services et enfin pour mesurer des paramètres physiologiques de l'animal. Alors s'il existe une réglementation européenne qui encadre la mise sur le marché des dispositifs médicaux en santé humaine, en ce qui concerne la mise sur le marché des dispositifs médicaux en santé vétérinaire, aucun texte n'existe. Donc en fait, il faut se servir de plusieurs directives, la directive machine,
la directive relative aux produits défectueux et les textes relatifs à la protection des consommateurs pour obtenir quelques éléments en matière de sécurité pour certains objets connectés tels que les robots distributeurs de nourriture par exemple. Mais finalement, tout est centré sur l'utilisateur humain et donc ces textes ne permettent pas réellement de répondre aux différentes questions qui sont soulevées, notamment l'efficacité des mesures, la santé physique et psychologique des animaux ou encore les conditions de collecte et d'usage des données. Alors, deuxième point, rapidement, sur la télémédecine vétérinaire. Déjà, un bref rappel. En fait, le Code de déontologie vétérinaire prévoit, n'est-ce pas, chère Brigitte, que le praticien ne doit établir un diagnostic et ou délivrer des médicaments qu'à la suite d'une consultation qui comporte notamment un examen clinique du ou des animaux, donc vraiment une présence physique. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, envisager un coup de téléphone, par exemple, avec une simple consultation. Seulement, nous avons eu une phase de test de la télémédecine vétérinaire qui était instituée par un décret du 5 mai 2020 et qui devait durer 18 mois, permettant d'évaluer justement les bienfaits ou les éventuelles dérives de cette médecine et chirurgie des animaux réalisée à distance au moyen d'un dispositif donc utilisant des technologies de l'information et de la communication. Donc, à l'issue de cette phase d'expérimentation, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a remis un rapport au ministère de l'Agriculture qui recommandait donc d'autoriser la télémédecine vétérinaire. Cependant, chez les vétérinaires qui ne pratiquent pas la télémédecine, il existe une sorte de méfiance vis-à-vis de l'outil technologique et aussi la peur que l'animal connecté entraîne la disparition de la relation homme-animal. Et ce risque est particulièrement prégnant dans le cadre de ce que j'ai appelé l'avènement de la relation robot-animal. Et comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, cela s'illustre notamment par l'utilisation des robots de traite au sein des élevages laitiers. J'ai utilisé effectivement cet exemple qui est totalement frappant parce que ce robot finalement est devenu l'acteur principal de la relation qui unissait jadis l'éleveur à l'animal. Et désormais, les vaches doivent elles-mêmes se rendre à la traite 2 à 3 fois par jour, alors qu'avant la robotisation de l'animal, c'était à l'éleveur qui incombait la traite des vaches. Et comme vous le voyez, c'est un outil qui va enserrer la vache, qui va la faire souffrir, qui va avoir un bruit aussi assourdissant. Et donc voilà, on a cette robotisation finalement qui est un exemple topique avec le robot de traite. Alors ensuite, une fois que nous avons vu ces interactions, nous pouvons passer aux hybridations entre l'animal et la machine, donc ce que j'ai appelé l'animal mécanisé. Alors l'animal mécanisé, c'est vraiment finalement le phénomène de réification du vivant qui est peut-être encore plus significatif en présence d'une hybridation entre l'animal et la machine qui transforme finalement par conséquent l'animal en ce qu'on pourrait appeler un robot vivant, entre guillemets. 2 types d'éléments ont été étudiés donc dans l'ouvrage. Les éléments électroniques invasifs pour identifier l'animal et les éléments électroniques invasifs pour augmenter l'animal. Alors commençons très rapidement par ceux qui permettent d'identifier l'animal. Alors là encore, ce sont vraiment les grandes lignes, mais notamment s'agissant des animaux d'élevage, suivant la réglementation européenne, les États membres ont la possibilité d'autoriser le remplacement d'une marque auriculaire classique par une marque auriculaire électronique. Ou bien ce qu'on appelle un bolus ruminal, donc on va y revenir, ou un transpondeur injectable. En France, les marques auriculaires sont les seuls repères électroniques utilisables.
En revanche, les bolus électroniques sont désormais utilisés en Corse. Je vous expliquerai pourquoi juste après vous avoir brièvement expliqué déjà ce qu'était un bolus. Donc ce qu'on appelle un bolus, en fait, c'est une capsule en porcelaine d'environ 7 cm qui va être insérée dans l'estomac du bovin à l'aide d'un lance-bolus, donc en fait une longue tige en acier inoxydable. Alors, je vous ai mis un petit descriptif dessiné pour vous passer un petit peu les vidéos que j'ai pu voir avec les lance-bolus utilisés. Donc, on place ça dans la gorge de l'animal qui est bloqué dans un couloir de contention. Donc, déjà, cette opération n'est pas forcément indolore ni sans risque. Mais surtout, cet appareillage invasif restera dans le corps du bovin jusqu'à son abattage, ce qui interroge nécessairement sur le bien-être de l'animal qui va être contraint finalement de vivre avec cet objet qui est censé rester au fond de son estomac par pesanteur. Alors la Corse est pour le moment l'unique région où les troupeaux de bovins se verront équipés donc d'un tel dispositif d'identification, et l'État explique ce choix par finalement la spécificité des élevages locaux, des élevages extensifs avec un parcours libre des animaux, ce qui a conduit à des fraudes aux aides européennes, à des déclarations de troupeaux fictifs, des pertes de boucles récurrentes, des vols d'animaux, etc. Et donc, nous avons un arrêté d'avril 2023 qui prévoit qu'à la date du 1er janvier 2026, tout bovin de plus de 12 mois devra nécessairement être équipé d'un bolus pour passer à l'abattoir. Alors, il y a le comité d'éthique animale environnement santé qui explique notamment que ce qui interroge également, c'est que les bolus ne sont pas conçus pour être évacués, et donc lorsqu'ils cessent de fonctionner, par exemple par un dysfonctionnement ou bien la fin de la batterie, il est techniquement possible de faire ingérer un nouveau bolus au bovin, mais les effets de ces cumuls finalement d'objets dans l'organisme ne sont pas bien connus. Donc c'est pourquoi nous avons besoin d'un cadre réglementaire pour évaluer l'efficacité, l'innocuité de ces outils, et pour aussi fixer des limites, parce qu'on devrait toujours se poser finalement en priorité la question du réel intérêt pour l'animal. Ensuite, les éléments électroniques invasifs pour augmenter l'animal. Là, donc, nous sommes dans ce qu'on appelle le transanimalisme. C'est un courant finalement parallèle du transhumanisme qui a pour objet de manipuler les animaux afin d'augmenter leur capacité physique ou cognitive. Donc, on peut trouver un animal génétiquement modifié ou un animal où on va ajouter finalement des éléments humains, mécaniques ou électroniques, ce qu'on va appeler des animaux cyborgs. Et donc, la difficulté repose sur le fait que ces pratiques sont essentiellement mises en œuvre, non pas dans l'objectif d'améliorer la condition animale, mais dans celui d'assouvir les fantasmes de l'homme. Et donc, le transanimalisme permet à l'homme d'instrumentaliser finalement l'animal afin de l'augmenter en lui imposant cette transformation. Alors, à titre d'exemple, vous pouvez voir sur l'écran un cafard télécommandé, puisque effectivement nous pouvons maintenant prendre le contrôle électronique d'animaux vivants qui sont pilotés comme des robots. Donc on peut se procurer très facilement un kit sur Internet avec des électrodes, une batterie, des cafards pour tenter soi-même finalement l'expérience et créer des cafards télécommandé depuis son smartphone. Cette expérience de contrôle a également été menée sur un rat, notamment, mais cette fois, des électrodes ont été implantées directement dans le cerveau de l'animal, qui était relié au cerveau humain, qui le guidait directement par la pensée à l'aide d'électrodes posées sur sa tête. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, la question qui s'impose ici, c'est quelle limite à l'augmentation de l'animal ? Parce que c'est une question essentielle qui se pose ici. L'homme a-t-il le droit finalement de modifier ainsi d'autres espèces qui ne peuvent pas y consentir ? Les animaux, bien évidemment, sont impuissants face à ces dérives, et donc il conviendrait de mettre en place un régime protecteur de l'animal pour encadrer ces manipulations corporelles. Alors, effectivement,
effectivement, je suis revenue sur diverses propositions, le droit de la bioéthique, la personnalité juridique, les droits fondamentaux pour protéger la valeur intrinsèque de l'animal sont des pistes effectivement à envisager. Voilà. Alors, donc l'animal, cette fois, remplacé... Non. Voilà, remplacé par le robot, donc cette fois le robot animal au service des humains et des animaux. Donc ici, nous ne sommes plus dans le cas d'un animal robotisé, mais dans le cas d'un robot qui va venir remplacer l'animal. Le premier point que j'ai exploré dans l'article, eh bien, c'est le robot animal au service des personnes vulnérables. Et j'ai souhaité vous parler précisément du robot Paro. Donc, on va le présenter très rapidement en vidéo pour que vous puissiez avoir une vision dynamique finalement de ce robot. En fait, c'est un robot qui est en forme de bébé phoque. C'est le premier à avoir été certifié dispositif médical en 2021. Alors, il existe depuis 2003 au Japon et a été commercialisé en France depuis 2006. Et donc, son acquisition peut désormais être financée à l'aide de subventions, donc notamment auprès des ARS, les agences régionales de santé. Et donc, il entre en fait dans le budget soins et non plus dans le budget d'investissement comme les lits ou les tables médicalisées, par exemple. Donc, désormais, on peut acheter Paro à la place de médicaments. Donc, je vais vous lancer une très courte vidéo qui va vous permettre, voilà, d'avoir une vision concrète de Paro. C'est Paro, donc le robot émotionnel, voilà, qui en fait a été accueilli dans notre établissement il y a quelques mois, accueilli chaleureusement par tout le personnel et les résidents. Il a tout un tas de réactions en fait qui peuvent simuler, c'est-à-dire qu'il est capable non seulement de dire les choses qu'il apprécie et de dire les choses qu'il n'apprécie pas. Il réagit aussi à la voix et à la façon dont on le sert, qui fait qu'à un moment donné, tant qu'il n'a pas trouvé sa place ou tant que qu'il n'a pas trouvé des choses positives, il va continuer à bouger. Voilà. Donc Paro, effectivement, il est capable de se blottir contre les personnes. Et quand finalement on le caresse assez longtemps, c'est comme un chat qui va se blottir contre vous. Voilà. C'est vrai qu'on peut sentir aussi à l'intérieur de lui, on sent les vibrations des mouvements. Et ces vibrations, en fait, elles peuvent être associées comme au ronronnement d'un chat. Voilà. Hein, c'est aussi important le côté vibratoire qu'il peut apporter. Voilà, à l'intérieur. On le sent. Voilà. Voilà. Et c'est aussi pour dire aussi qu'effectivement, Paro, il n'est pas réservé. Il y a des personnes qui savent que c'est un robot ici et qui pour autant adorent venir le caresser et adorent quand on passe avec lui. Voilà. On ne dupe pas forcément les personnes au travers de ça. Paro, déjà, de par sa couleur, de par ses formes, il va susciter, je dirais, l'intérêt, il va susciter la curiosité. Tout le monde va avoir envie de s'approcher et il a des formes aussi, une fourrure qui font qu'on a envie de le toucher, on a envie de le caresser, on a envie de s'intéresser à lui. Déjà, c'est la première chose. Après, il est équipé de tout un tas de capteurs qui font qu'il va réagir aux stimulations qu'on peut lui apporter, tant sur le plan auditif que sur le plan du toucher. Cette curiosité du contact, elle est toujours renouvelée parce que donc il suscite effectivement l'intérêt, mais du coup c'est un formidable outil pour avoir de l'échange et de la discussion avec les résidents. Après, Paro apporte aussi une base de sécurité, c'est-à-dire il apporte beaucoup de sécurité. C'est pas de l'amour, mais de la tendresse en tout cas. Il suscite la tendresse, on a envie de lui donner de la tendresse. Et les résidents ont beaucoup de tendresse à apporter. Et tout le monde a besoin de tendresse. Paro, il a une place toute particulière auprès de ces personnes, je dirais même auprès de toutes les personnes qui sont en situation de fragilité, parce qu'effectivement, il permet aussi d'évoquer des souvenirs ou un attachement aux animaux qui est souvent vecteur, on va dire, d'émotions positives.
Et c'est ça qui est très important, c'est toujours de pouvoir éprouver des émotions positives. Paro ne remplace pas, c'est aussi, il ne remplace pas les animaux qui peuvent venir ici. Effectivement, beaucoup de chiens sont les invités permanents de l'établissement et on a aussi des poules qui vont arriver. Mais il ne remplace pas toute l'approche animale. On a aussi une approche animale avec une zoothérapeute. Voilà, qui vient avec tout un tas de petits animaux qui peuvent être caressés ou qui bougent, type cochon d'Inde, petits lapins nains, chinchilla, etc. Elle a même des poules qui courent sur des tables. Mais donc Paro est vraiment quelque chose qui vient compléter cette palette. Paro est un des outils que l'on possède, parmi aussi le Snozelen, toute l'approche, je dirais, socio-esthétique et de bien-être, le massage, la balnéothérapie, mais aussi toutes les approches non médicamenteuses d'activité qui permettent aussi eh bien, de continuer à vivre sa vie, que ce soit de continuer à faire de la cuisine ou d'autres activités. Paro peut à la fois venir animer des ateliers, passer de chambre en chambre, mais aussi être comme un médicament, je vais vous dire. C'est-à-dire, ça va être l'outil qu'on va essayer et, quand il y a des résidents qui sont vraiment dans des situations d'anxiété. Voilà. Quand on sait qu'ils sont réceptifs à toute cette approche autour des animaux, eh bien, on va sortir Paro. Voilà, ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et que du coup, on n'est pas forcément besoin d'administrer un traitement qui est là en si besoin. Alors voilà, donc vous avez pu voir effectivement tout l'intérêt finalement de ce robot donc auprès des plus vulnérables. Et puis aussi, effectivement, il peut avoir une utilité dans les EHPAD, donc les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui refusent aussi les animaux, puisqu'il faut savoir que la direction de chaque établissement est libre d'autoriser ou de refuser leur présence selon des critères qui leur sont propres, étant donné qu'il n'existe pas actuellement de cadre juridique à la médiation animale. Et aussi, le robot animal est un outil intéressant dans le cas où la personne n'est pas en état d'être mis en présence d'un animal par son agressivité, par de la démence, un comportement imprévisible, ou bien pour des raisons d'hygiène notamment. Alors ensuite, la slide suivante, eh bien, il est question ici du robot animal au service, cette fois, non plus de la protection des personnes, mais de la protection animale. Alors, deux points que sur lesquels je vais passer très rapidement pour ne pas monopoliser le temps. Vous voyez donc le robot chien remplaçant de l'animal en temps de guerre et le robot gibier doublure de l'animal dans la chasse à courre. Alors, les animaux, effectivement, ont de tout temps été en première ligne lors des guerres et c'est là qu'entrent en scène finalement ces remplaçants performants pour leur épargner la vie. On a la société Boston Dynamics qui a créé Spot, qui est un robot chien pouvant réaliser des missions de renseignement, de surveillance ou encore de reconnaissance. Il a d'ailleurs été récemment utilisé en Ukraine lors des opérations de déminage. Et ce chien robot de l'armée australienne peut même être dirigé par la pensée. Et puis l'arrivée de ces chiens robotiques suscite aussi la crainte de les voir transformés en armes de guerre. Par exemple, vous pouvez voir à l'écran le chien Spur, qui est lui un robot chien armé. Donc, effectivement, il est équipé d'un fusil de précision et qui a fait son apparition. Donc, il devient finalement une réelle menace pour les humains. Et donc, de manière générale, les armes létales autonomes sont l'objet de discussions entre les différents États qui peinent d'ailleurs à trouver une réglementation commune. Et donc, l'utilisation de ces robots chiens tueurs devrait en tout cas relancer le débat.
Et puis, le robot gibier, alors ça, c'était tout à fait intéressant parce que vous l'avez peut-être entendu dans les informations. En fait, c'était à la fin de l'année 2020. On avait un député, Damien Adam, qui avait déposé un amendement visant à créer un fonds pour le développement de robots gibier afin d'assurer la transition vers de nouvelles formes de chasse, le développement de cette innovation pour permettre finalement, au lieu de chasser un vrai animal, eh bien de chasser un robot qui reproduirait la forme et le comportement de l'animal chassé. Alors la chasse qui est ici visée, c'est donc la chasse à courre, qui est interdite d'ailleurs dans plusieurs pays, en Allemagne, en Belgique, en Écosse, en Angleterre, au Pays de Galles notamment, et elle fait régulièrement l'objet de propositions de loi visant à l'abolir en raison de la cruauté infligée à l'animal. Alors cet amendement, il a été déclaré irrecevable car ne respectant pas l'article 40 de la Constitution en aggravant une charge publique. Il a été beaucoup raillé par les autres députés, mais surtout par la Fédération nationale de la chasse, dont le lobbyiste Thierry Coste, qui est conseiller politique de cette fédération, et qui a déclaré, je cite, « Nous chassons pour attraper des animaux que l'on tue et nous l'assumons. Il faut arrêter les fantasmes. » Donc cette proposition de robot gibier, on peut se demander si elle est complètement absurde ou non. Je me suis intéressée sur cette question et je trouve que c'est pas absurde en soi parce qu'on peut notamment citer le tir au pigeon d'argile, dont le sport original était pratiqué sur des pigeons vivants. D'ailleurs, une compétition fut organisée pendant les Jeux Olympiques de Paris en 1900 et on a près de 300 pigeons qui ont été utilisés pour cette compétition. C'était la première et la seule fois dans l'histoire olympique que des animaux ont été tués volontairement. Et ensuite, on a eu des campagnes de défense des droits des animaux qui ont été organisées pour arrêter les tirs sur des pigeons vivants. Et désormais, en droit français, nous avons l'article R 214-35 du Code rural et de la pêche maritime qui dispose que désormais, il est interdit donc de pratiquer sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit le tir aux pigeons vivants consistant à offrir ces animaux comme cible aux tireurs après les avoir libérés. Donc dès lors, finalement, si la pratique de tir aux pigeons vivants fut interdite et remplacée par des cibles d'argile, puisque cette pratique était jugée trop cruelle, pourquoi ne pourrait-on pas finalement, dans le cadre de la chasse à courre, remplacer l'animal traqué par un robot animaloïde qui serait doté de capteurs, d'intelligence artificielle, donc qui pourrait très bien fuir ces traqueurs, se cacher, donc pour permettre finalement de conserver l'adrénaline et les sensations d'un jeu de piste avec l'animal, sans souffrance et mise à mort inutile. Donc un pigeon aurait-il davantage de valeur qu'un cerf, un renard ou un sanglier ? La maltraitance finalement de certains animaux doit-elle être encouragée et organisée au profit de quelques individus qui revendiquent le plaisir de tuer ? On peut effectivement s'interroger. En tout cas, ce robot animal trouverait là une utilité nouvelle au service de la protection animale et pourrait satisfaire de véritables sportifs qui sont désireux de s'ébattre en pleine nature. Me reconnecte, voilà. Juste terminer par quelques réflexions. Si en fait il conviendrait de protéger l'intégrité physique du robot animal pour mieux protéger l'animal. Alors en fait, on a une chercheuse américaine, Kate Darling, qui promue justement l'interdiction de la maltraitance envers les robots dits sociaux. Ce droit donc est qualifié par la chercheuse de droit de second ordre, c'est-à-dire qu'il ne serait pas inhérent au robot, mais contribuerait à préserver les valeurs morales de notre société au bénéfice des humains. Alors elle explique effectivement en ce sens que par exemple si un enfant donne des coups de pied dans son jouet robotique, eh bien il le fera peut-être à un chat, voire à un autre enfant. Et il est vrai que dans certains pays, lorsqu'un cas de maltraitance sur les animaux est découvert, eh bien, ça déclenche automatiquement une enquête sur d'éventuelles maltraitances envers les enfants parce que ce genre de comportement a tendance à se transférer. Alors, la petite tortue que vous voyez à l'écran, eh bien, c'est Shelly. En 2018, en fait, des chercheurs ont présenté ce robot tortue qui a été conçu pour apprendre aux enfants qu'ils ne devaient pas maltraiter les robots. Donc, l'objectif était de réduire ou d'éliminer finalement les comportements agressifs
lors de l'interaction avec l'animal robotique. Et en fait, si un enfant frappait Shelly, donc elle se cachait à l'intérieur de sa carapace, comme on peut le voir sur l'écran, durant 14 secondes. Et donc, les résultats ont démontré que la technique de dissimulation, finalement, de Shelly pouvait réduire considérablement le comportement abusif des enfants par rapport à la façon dont ils agissaient lorsque le robot ne se cachait pas du tout. Alors, si les résultats de l'expérience obtenus sur cette tortue robot sont tout à fait intéressants d'un point de vue pédagogique, l'instauration finalement d'une interdiction de maltraiter un robot est davantage discutable à mon sens, parce que cela pourrait faire craindre finalement que cet objet, qui n'est pas un être vivant et qui n'est pas doué de sensibilité et encore moins de sentience, eh bien, soit davantage protégé finalement par notre droit que les animaux. Parce que, pour rappeler très brièvement, eh bien, à titre d'illustration, les dispositions de notre code civil et de notre code pénal ne concernent que les animaux domestiques, dont ceux qui, sauvages par nature, sont apprivoisés par l'homme ou détenus en captivité. Ce qui fait que l'animal sauvage, à l'état de liberté, eh bien, est seulement protégé en tant qu'élément de la nature, et donc il n'est pas protégé contre les maltraitances à son égard. Donc, pour conclure, je dirais effectivement qu'il convient de rappeler que le robot animal n'est pas un animal, mais qu'il est en revanche urgent de considérer et de protéger l'animal à sa juste valeur. Voilà, je vous remercie de votre attention.